le Président. Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Aujourd'hui, la Chambre entendra la suite de la déposition du témoin Ni Khan. Hier, la Chambre a annoncé aux parties qu'aujourd'hui, la parole serait d'abord donnée à la défense de Nuon Chea. Avant que les autres avocats ne posent des questions, il se peut que les juges souhaitent également poser quelques questions aux témoins. Monsieur Doc Paris, qu'en est-il de l'état de santé de M. Yengsari? Pouvez-vous faire rapport à la Chambre à ce sujet? Le greffier. Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges. M. Yengsari est présent, il est dans la cellule temporaire. Il a renoncé à son droit d'être présent dans le prétoire. Le document de renonciation a déjà été remis au greffier. Merci, Monsieur le Président. Le Président. La Chambre a reçu le document de renonciation de M. Yengsari. Celui-ci y a demandé l'autorisation de suivre les débats depuis la cellule temporaire, et ce pour toute la journée, en raison de son état de santé. Il ne peut rester assis longtemps dans le prétoire. La Chambre en a pris note et autorise l'accusé à suivre l'audience depuis la cellule temporaire par le biais des moyens audiovisuels qui y ont été installés. M. Yengsari peut également donner des instructions à ses avocats et être à son tour assisté à distance. Les services techniques sont priés de veiller à ce que le matériel audiovisuel soit branché dans la cellule temporaire. Avant d'entendre la suite de la déposition du témoin, je voudrais savoir si d'autres juges souhaitent poser des questions aux témoins. Monsieur le juge Lavergne, je vous en prie. Oui, Monsieur le Président, je vous remercie. Avant de poser quelques questions supplémentaires aux témoins, je voulais tout d'abord apporter des clarifications. Des clarifications par rapport à des documents qui ont été utilisés hier par l'accusation lors de l'interrogatoire du témoin. Ces documents, il s'agit des télégrammes 306 et 307 qui portent la cote D252.12 et le télégramme 61 qui porte la cote D252.13. Je rappelle qu'il s'agit de télégrammes qui font rapport du déroulement de la visite de la délégation yougoslave dans le Kampuchea démocratique. Ces rapports, ces télégrammes sont signés Khan. Et ce qui me semble important de souligner ici, c'est qu'il s'agit de copies de télégrammes reçus. Donc nous avons la date de la réception de ces documents
les documents les télégrammes 307 et 306 ont été reçus respectivement les 12 et 15 mars 1978. Le télégramme 61 a été reçu également le 15 mars 1978. Et ce qui me paraît peut-être encore plus important de souligner, c'est qu'il mentionne la liste des destinataires de ces télégrammes. Et parmi ces destinataires, il est mentionné Hom, ce qui veut dire donc oncle, Hom Nun, oncle Nun, Bang Van, frère Van, Bang Vorn, frère Vorn. Et également, il est fait état de ce que des exemplaires ont été adressés au bureau ainsi qu'aux archives. Voilà, cette précision me semble importante pour le public, pour les parties et bien sûr pour les accusés. Monsieur le témoin, j'aimerais vous poser encore quelques questions qui seront très courtes. La première concerne le rôle de Monsieur Khieu Samphan. Est-ce que, au cours de votre travail au ministère des Affaires étrangères, vous avez été amené à être en contact avec Monsieur Khieu Samphan et dans quelles circonstances? Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges. Je travaillais au ministère des Affaires étrangères. Au ministère, le travail était organisé selon une structure dont j'ai déjà parlé dans ma déposition. Nous devions obéir à nos supérieurs hiérarchiques. Le responsable du ministère, c'était Ta Ieng Sari. À l'époque, je n'ai pas eu de contact avec M. Khieu Samphan. Monsieur Nikan, vous nous avez indiqué que vous étiez en charge du protocole, qu'en cette qualité, vous étiez amené à accueillir des délégations étrangères. Est-ce que, parmi ces délégations, certaines rendaient visite à M. Khieu Samphan? Et est-ce que ces occasions-là, vous avez été en contact avec M. Khieu Samphan? La majorité des visiteurs étrangers que j'ai accueillis étaient de rang peu élevé. Il s'agit notamment de journalistes et je les ai parfois accueillis. À ma connaissance, je n'ai jamais rencontré Khieu Samphan à ce genre d'occasion. Avez-vous eu l'occasion de croiser M. Khieu Samphan dans les couloirs du ministère des Affaires étrangères? Non. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, Monsieur Nikan, qui avait en charge le ministère des Affaires étrangères quand M. Ieng Sari était en déplacement? Qui remplaçait Ieng Sari?
Cela remonte à bien longtemps. Je ne me souviens pas de tout. Cela dit, selon la structure hiérarchique, c'était Hong qui devait le remplacer en son absence. Et il y avait aussi quelqu'un d'autre qui était M. Chim. Quand vous dites Hong, vous faites référence à So Hong, alias Salot Ban. Je me souviens de cette personne comme étant Hong ou So Hong. Je ne sais pas si cette personne s'appelait aussi Salot Ban. En général, à l'époque, les gens avaient plusieurs noms. Et saviez-vous si cette personne était le frère de Pol Pot? À l'époque, la biographie des gens n'était pas connue. Nous ne pouvions pas savoir si la personne avait un lien de parenté quelconque avec Pol Pot. Bien, monsieur, on va revenir à un domaine qui paraît plutôt votre spécialité, celui de la propagande, puisque, semble-t-il, vous avez une expérience de plusieurs années dans ce domaine. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Yun Yat? Je pense que Yat devait être l'épouse de M. Sansen. De quoi s'occupait-elle pendant le Kampuchea démocratique? Comme je l'ai déjà dit à la Chambre, à l'époque, le travail de l'échelon supérieur était distinct du travail des échelons inférieurs. Et donc, à ce jour, j'ignore ce qu'elle pouvait bien faire. Mais de qui receviez-vous des instructions en matière de propagande, monsieur? De qui? Je pense qu'à l'époque, la structure qui était en place était très particulière et ne comportait pas de ligne hiérarchique verticale. C'était le chef de chaque ministère ou de chaque département qui devait donner des ordres et des instructions. Pour dire les choses simplement, je recevais mes ordres du chef du département. Bien, on va passer à une dernière question, monsieur. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire
que savez-vous de la mort de votre frère Son Sen et de Yoon Yat? Qu'est-ce que vous en savez? J'ai appris cela par le biais d'autres personnes. Cependant, je ne sais pas quelle est la cause de leur mort, ni qui les a tués. Je ne suis pas sûr de le savoir. Vers la fin de la guerre, j'étais dans le sud. Quant à la famille de mon frère, elle était affectée au nord. Eux étaient à un niveau plus élevé. Je ne sais pas à ce moment-là, je ne savais pas quel était leur sort, mais j'ai appris par certains qu'ils étaient tous morts. Je n'avais pas eu de contact avec eux avant leur mort. Je ne pouvais pas communiquer avec eux. J'ai juste entendu par d'autres qu'ils étaient morts. Monsieur le Président, je crois que je n'ai pas d'autres questions à poser à ce témoin. Le Président. À présent, la parole est à la défense de Nuon Chea, laquelle a la possibilité d'interroger le témoin. Maître Sonaroun. Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges. Bonjour, Monsieur Nikan. Je m'appelle Sonaroun. Je représente Nuon Chea. Premièrement, j'ai quelques questions à vous poser. Hier et avant-hier, vous avez été interrogé par l'accusation et par la partie civile. Vous avez dit vous êtes rallié à la Révolution en 1970. Est-ce exact? Réponse. C'est en 1970 que j'ai commencé à m'impliquer dans la Révolution. Question. Vous avez dit qu'avant 1970, vous aviez été actif, mais pas en tant que membre du parti. Vous avez dit que vous travailliez uniquement au sein de la section de la propagande et que vous vous occupiez de faire du prosélytisme dans la clandestinité. En tant qu'enseignant, est-ce que vous saviez que des étrangers étaient venus s'installer au Cambodge?
Est-ce que vous saviez que ces étrangers étaient venus créer des problèmes et qu'ils étaient une source d'insécurité dans le pays dans les années 1960? En tant qu'enseignant, vous deviez certainement être suffisamment instruit pour comprendre la situation. Avez-vous jamais entendu quelque chose de ce genre? Le président. Témoin, veuillez patienter. La parole est à l'accusation. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames et Messieurs les juges. Nous avons entendu une question très très longue avec de longues affirmations sur la présence d'étrangers sans aucune précision. Je pense que la question devrait être reformulée et être beaucoup plus précise et courte et qu'on comprenne de quoi il s'agit, parce qu'il me semble qu'il s'agit d'une question largement orientée. Merci, Monsieur le Président. Maître Sonaroun, je voudrais répondre à l'accusation. Que mes questions soient longues ou courtes, c'est au témoin de dire s'il peut y répondre ou non. Le président. L'objection est rejetée. La Chambre souhaite entendre la réponse du témoin à la question posée par l'avocat de Nunchia. Le témoin. Je suis prêt à répondre à la question. Je ne sais pas si ce que je vais dire sera effectivement une réponse à cette question. À l'époque où j'étais enseignant, je m'occupais de propagande et je ne savais pas que des étrangers auraient pu s'être installés au Cambodge. Question. En 1970, vous vous êtes voué entièrement à la Révolution. Hier, vous avez indiqué que vous l'aviez fait suite à l'appel qui avait été lancé pour que la population prenne le maquis. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous voulez dire lorsque vous parlez de la forêt et du maquis? Réponse. Je ne suis pas sûr d'être bien placé pour vous expliquer ce qu'était le maquis, parce que je ne me souviens pas de tous les détails. Mais en gros, je peux dire que l'idée était de souder les gens pour qu'ils combattent ensemble contre les impérialistes américains ainsi que les gens du régime de Lon Nol qui avaient renversé le roi Norodom Sihanouk dans un coup d'État. Voilà comment nous voyions les choses.លោកបាននិយាយថារណសេរអំពាវនាវឲ្យចូលព្រៃម៉ាគី Vous parlez d'un appel lancé par le front
pour que les gens rejoignent le maquis. Qu'est-ce que c'était que ce front? Était-ce une organisation? Réponse. C'était le front qui donnait ses instructions. Il s'agissait du chef de l'État, et je crois me souvenir que c'est Samdech Eo ou le roi qui était responsable du front. Question. Le front a donc appelé les gens à gagner le maquis pour combattre les impérialistes américains. De 1970 à 1975, vous vous êtes consacré entièrement au front. Qui avait créé ce front? Le PCK ou Monseigneur Papa? Réponse. Je ne suis pas sûr de bien comprendre. Cela relevait des tâches de l'échelon supérieur. Question. De 1970 à 1975, soit durant la même période, vous avez été membre à part entière du mouvement de résistance. À cette époque, est-ce que vous pensiez que tous ceux qui faisaient partie du mouvement de la résistance étaient des partisans du roi Norodom Sihanouk ou bien qu'ils appartenaient à d'autres groupes? Réponse. Je ne suis pas sûr de bien connaître tous les détails, mais j'ai constaté que dans le front, il y avait des gens d'origine extrêmement diverses. Toutes sortes de mouvements avaient intégré le front. Je ne peux pas dire exactement à qui les gens appartenaient, car j'étais un cadre de rang inférieur et donc je ne pouvais pas connaître tout cela de façon détaillée. Question. Dans le document D69/16, il y a une question qui vous est posée. On vous demande quand Tassi a été arrêté sous G3. Réponse. Je maintiens ce que j'ai dit au co-juge d'instruction. Ma position n'a pas changé. Je suis parti, puis j'ai entendu des informations sur l'arrestation, mais je ne me souviens pas de la date exacte de celle-ci. Question. Dans ce même document, vous avez donné une réponse qui figure à la deuxième ligne.
où vous dites que au bout d'environ 3 mois, vous aviez quitté la zone ouest pour le ministère des Affaires étrangères. Il y a eu plusieurs problèmes concernant des arrestations dans la zone ouest et vous dites ne pas avoir été au courant. Par ailleurs, vous indiquez qu'au ministère des Affaires étrangères, il y a eu de nombreux problèmes concernant des arrestations dans la zone ouest, mais que vous ne le saviez pas. Qu'entendez-vous par le fait de dire que vous ne le saviez pas? Réponse. J'ai dit que après que je sois partie, on a entendu des informations comme quoi il y avait eu des arrestations dans la zone ouest. Cette information, je l'ai reçue de sources externes, mais je ne savais pas où avaient été envoyées ces personnes arrêtées. D'après mes souvenirs, je n'ai jamais mentionné d'arrestation ayant eu lieu au ministère des Affaires étrangères. Lors de mon arrivée au ministère, je ne connaissais pas ces personnes et je ne pouvais pas savoir s'il y avait eu des arrestations. Je suis arrivée au ministère et on m'a immédiatement confié un travail de protocole. Je devais nettoyer les maisons et préparer l'accueil des visiteurs. Question. Vous avez indiqué au co-juge d'instruction que vous êtes venu au ministère des Affaires étrangères. Comment avez-vous appris qu'il y avait eu des arrestations dans la zone ouest? Comment l'avez-vous su? Réponse. Je l'ai su par la rumeur ou par bouche à oreille. Merci. Question. Dans ce même document, le document D369/16, question numéro 9, d'après l'étendard révolutionnaire, édition numéro 8 du mois d'août 1977, d'ailleurs, connaissiez-vous cette édition de l'étendard révolutionnaire? L'avez-vous vu? Réponse. J'ai déjà répondu à cette question. Je peux redonner ma réponse. Tout d'abord, je n'ai pas vu l'étendard révolutionnaire et le matériel utilisé lors des séances de formation était extrait de l'étendard révolutionnaire. Cet étendard révolutionnaire était un document interne. C'est tout ce que je peux répondre à cette question. La défense. Ma question est de savoir si vous aviez vu l'étendard révolutionnaire ou si vous l'aviez lu ou si vous avez simplement lu un extrait prélevé sur cet étendard révolutionnaire. Réponse.
cette époque, l'étendard révolutionnaire n'avait pas une large diffusion. Je ne l'ai donc pas vu. Tout ce que j'ai pu voir était un extrait de cette revue. La défense, merci. Est-ce que vous vous rappelez le contenu de cet extrait que vous avez vu? Pourriez-vous nous en parler? Réponse. Au fond, le contenu disait que nous devions être constamment sur l'offensive afin d'être autosuffisants. C'était le message fondamental de cette revue et c'est quelque chose que nous devions mettre en œuvre. Le deuxième élément fondamental, en plus du besoin d'insister constamment sur la production de riz, était que nous devions nous occuper du bien-être du peuple à la base. C'est le deuxième élément fondamental de cet extrait qui nous a été présenté. Ensuite, celui-ci parlait des soins de santé pour la population et le besoin de solidarité entre les nouveaux et les anciens. Voici ce dont je me souviens concernant cet extrait. La défense. Merci d'avoir donné cette réponse détaillée. Question. D'après ce que vous avez déclaré au bureau des coprocureurs le 28 mai 2012, vous deviez soumettre votre rapport de zone au secteur. Toute correspondance provenant d'une zone devait passer par le secteur. S'agissait-il d'une procédure établie? Réponse. La procédure établie et la ligne de communication était effectivement ce que vous venez de décrire. La communication devait se faire par le biais d'une structure hiérarchique, que ce soit du bas vers le haut ou des échelons supérieurs vers les niveaux inférieurs. Question. C'était la procédure administrative de travail de votre organisation. Savez-vous s'il s'agissait d'une procédure généralisée ou spécifique à chaque organisation ou à chaque unité? Réponse. La procédure de travail dont j'avais connaissance était une procédure généralisée à travers toute l'organisation. La défense. Merci.
Question. Vous avez rejoint le Front, vous étiez chargé de propagande jusqu'en 1975. Pendant cette période, avez-vous observé des forces étrangères, particulièrement des forces vietnamiennes, appelées le Viet Cong, qui étaient venues en renfort aux forces de Lon Nol et de ses alliés américains? Réponse. J'étais chargée de propagande. J'exerçais mes fonctions dans un cadre qui m'était confié. Je n'ai donc pas observé de troupes vietnamiennes ou de Viet Cong, par exemple. Je n'en ai pas vu. La défense. Merci. Question. Lors de la libération de Phnom Penh en 1975, avez-vous observé des troupes vietnamiennes qui travaillaient aux côtés des forces du front? Réponse. Pourriez-vous préciser la question? Question. À partir de l'année 1975, c'est-à-dire après la libération de Phnom Penh, le 17 avril 1975, à cette époque, le Parti communiste du Kampuchea a pris la ville de Phnom Penh. Vous étiez stationné à Udon. Lorsque la ville de Phnom Penh a été libérée, vous êtes arrivé à Phnom Penh. En arrivant, avez-vous constaté la présence de forces étrangères, particulièrement des forces vietnamiennes qui combattaient aux côtés des forces du front, ou avez-vous observé uniquement des forces du front? Réponse. J'accompagnais les forces. Je suis arrivée en ville avec elles. À mon arrivée, je n'ai pas constaté de présence de forces étrangères. Je n'ai vu que les membres des forces unies, du Front uni. Question. Lorsque les forces de la zone ouest ont libéré Phnom Penh, vous étiez à l'arrière. Si j'ai bien compris votre témoignage, vous n'étiez pas à l'avant. L'objectif était de capturer la ville. Je voudrais savoir si vous avez entendu dire que d'autres forces étaient présentes en Kampuchea démocratique. Réponse.
n'avez connaissance que du seul front. D'après ma compréhension de la situation à cette époque, il ne me semblait pas qu'il y ait d'autres forces étrangères présentes. J'ai eu l'impression que seules les forces du Front uni combattaient pour libérer la ville. La défense, merci. J'aimerais passer au sujet suivant. Lorsque vous avez entièrement rallié la révolution, vous vous êtes consacré à votre travail au sein du Front uni. À travers cette période, à partir de 1975, vous avez occupé une position modérée. Le président. Monsieur le témoin, veuillez attendre. La défense, veuillez répéter votre question. Nous n'avons pas eu l'interprétation. La défense. Question. Vous êtes engagé entièrement dans la Révolution jusqu'en 1975. Ensuite, vous avez occupé différentes fonctions jusqu'en 1979, lorsque les troupes vietnamiennes ont pris la ville de Phnom Penh. Vous aviez certaines responsabilités, des responsabilités assez importantes qui vous ont permis de côtoyer des dirigeants. Est-ce que vous connaissiez M. Nuon Chea? Réponse. Nuon Chea faisait partie des hauts dirigeants du régime. J'étais un cadre de rang inférieur, bien sûr, je le connaissais. Question. Étiez-vous proche de lui ou saviez-vous simplement que Nuon Chea était un haut dirigeant? Lorsque vous avez connu Nuon Chea à cette époque, quelle fonction occupait-il? Réponse. Pourriez-vous répéter la question? Je n'ai pas bien compris. La défense. Mes excuses, Monsieur le Président, je vais répéter ma question. Puisque vous avez rejoint le front en 1970, où vous êtes resté jusqu'en 1975 et ensuite dans d'autres fonctions jusqu'en 1979, jusqu'à l'arrivée des troupes vietnamiennes dans Phnom Penh, vous avez occupé
une fonction assez importante. Est-ce que vous connaissiez M. Nunchea? Le président. C'est une question répétitive. Le témoin a déjà répondu à cette question. Je vous demande de répéter votre dernière question. Le témoin vous a demandé de répéter votre dernière question. Monsieur Sounarun. Merci, Monsieur le Président. Question. Vous dites avoir connu Nunchea en tant que haut dirigeant, faisait partie de l'autorité supérieure, mais saviez-vous quelle fonction il occupait au sein du Parti communiste du Cambodge? Réponse. Je vous donnerai la même réponse. Je ne connaissais pas la structure de l'organisation à son niveau supérieur. La défense. Monsieur Nunchea était président de l'Assemblée populaire responsable de l'éducation et de la propagande. Il était donc responsable de la propagande et de l'éducation, c'est-à-dire le même domaine dont vous étiez chargé. Lorsque M. Nunchea se rendait dans les zones ou aux bases pour des activités de propagande, est-ce que vous l'avez rejoint lors de ces visites dans ces zones? Réponse. Je vais répondre à cette question d'après les souvenirs que j'en ai. Tout d'abord, en ce qui concerne la structure hiérarchique, sur papier, c'était effectivement la structure, mais au niveau opérationnel, cela ne se pratiquait pas ainsi. J'essaie de répondre sur la base de ce que j'en avais compris. À cette époque, la situation était plutôt chaotique. Une guerre se terminait et une autre guerre s'éclatait. La ligne de communication n'était donc pas précisément structurée. Deuxièmement, pour répondre à la question, je vais répéter ce que j'ai déjà dit ces derniers jours. Je participais uniquement aux programmes et aux formations de propagande dans le cadre de réunions ouvertes. Les membres de l'autorité supérieure se rendaient très rarement à la base. La défense. Merci. Vous avez dit avoir participé à des réunions ouvertes. Vous avez dit
avoir vu Nunchea de temps en temps. Même si vous n'étiez pas proche de lui personnellement, quelles étaient vos impressions de Nunchea? Était-il un bon modèle pour les citoyens? Ou bien s'agissait-il d'un escroc ou d'une personne cruelle ou dure? Est-ce que c'était une personne qui avait les qualités d'un bon dirigeant? Réponse. Je vais répondre à cette question d'après ce que j'avais compris. Tout d'abord, il m'a fait l'impression d'un citoyen ordinaire. Ensuite, quant à son rôle et ses responsabilités, ceci était décidé par l'échelon supérieur. Je ne peux rien dire. La défense. Merci. Question. À partir de 1975, lorsque vous avez été transféré d'un endroit à un autre, est-ce que l'ordre de vous transférer était par écrit ou verbal? Ma question concerne les procédures administratives. Pouvez-vous nous expliquer? Réponse. Le système à l'époque était que les échelons inférieurs devaient obéir aux ordres reçus des échelons supérieurs. L'on m'a demandé d'apporter mon aide au ministère. Les raisons données pour ce transfert étaient toujours les mêmes. On m'a dit que j'étais lettrée et que donc je pouvais les aider au ministère et que je ne devais donc pas rester à la base. Question. C'est une question qui fait suite à ma question précédente. Au sein de la structure du PCK, d'après ce que vous en savez et ce que vous avez fait, par exemple, un chef de service ou un ministre avait-il des subordonnés ou des adjoints qui pouvaient remplacer ces personnes en cas d'absence? Comprenez-vous la question?
ខ្ញុំចង់ Réponse. Non, je n'ai pas compris. Pouvez-vous répéter? Question. Prenons l'exemple d'un dirigeant, un secrétaire de zone ou un ministre. En dessous de cette personne, y avait-il des adjoints qui étaient chargés de remplacer le chef en son absence? Ou bien est-ce qu'il n'y avait que des chefs sans adjoints? Réponse. En général, quand quelqu'un était transféré, et je vais prendre mon propre cas, j'ai été transféré depuis une section où j'étais chargé d'accompagner et d'accueillir les invités, et là il y avait 3 jeunes chargés de m'aider. Mais à l'époque je n'avais pas d'adjoint pour me seconder. Question. Monsieur Sonsen était votre frère. Lorsqu'il est parti pour l'Est. Alors que des combats avaient lieu dans l'Est, le 15 août 1977, est-ce que vous saviez si quelqu'un était chargé de remplacer Son Sen au sein du ministère lorsque Son Sen a été envoyé vers l'Est? Réponse. Comme je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, le travail de mon frère était distinct du mien. Nous exercions des rôles différents, nous avions des responsabilités différentes. Vous me demandez si je connaissais la structure au sein de laquelle travaillait mon frère. Ma réponse est toute simple, c'est non.ខ្ញុំសូមសួរមួយសំណួរថែមទៀតពេលដែលលោក Question. Dans le cadre de votre travail de propagande, vous avez occupé pas mal de temps au sein de la section en question. Ma question est la suivante. Avant de travailler dans la section de la propagande, est-ce que vous avez reçu une formation en la matière? Réponse.
si mes souvenirs sont bons, dans ce genre de situation, il n'y a pas eu de session de formation politique à proprement parler. J'ai dû assumer ces fonctions et m'inspirer des enseignements de mes prédécesseurs. Par exemple, dans le domaine de la propagande, il fallait apprendre le type d'expression à utiliser et nous devions nous conformer à la pratique habituelle et nous devions apprendre sur le tas. Question. Ces sessions de propagande, en quoi consistaient-elles exactement? Pouvez-vous nous dire en quelques mots en quoi consistait ce travail d'éducation? Réponse. À l'époque, le travail d'éducation dépendait des circonstances et du moment. Par exemple, si nous allions dans les bases, le travail portait sur la production, sur l'offensive pour accroître la production agricole. Nous parlions de l'autosuffisance et de l'indépendance. Au cours de ces sessions d'éducation, nous devions aussi parler de questions comme la santé, la solidarité et autres. Le principe de solidarité devait être inclus au programme de propagande et d'éducation. Prenons un exemple. Pour faire bouillir de l'eau, comment fait-on? Quel type de bois utilise-t-on? Si nous avions besoin de gens pour le champ de bataille, pour le front, il fallait aborder certaines questions et essayer de convaincre les gens d'apporter une aide au groupe chargé des transports et du ravitaillement sur le front. Toutes ces questions étaient incluses au programme des sessions de propagande. Question. Je vais faire référence à un document. D91, barre 22, ERN 0204 4134. Si le président m'y autorise, je voudrais que ce document soit affiché à l'écran. Le président, pouvez-vous préciser le titre de ce document? La défense. Ce document est intitulé comme suit: Ministère des Affaires étrangères ou B1. Le président.
Je vous en prie, huissier d'audience, veuillez aller chercher ce document et le remettre au témoin pour examen. Veuillez aussi faire afficher le document à l'écran.នៅក្នុងឯកសាររចនាសម្ព័ន្ធនេះលោកមានដែលបានឃើញ La défense. Avez-vous jamais vu ce document, et en particulier l'organigramme? Vous pouvez voir que votre nom apparaît en haut sous Yengsari, dans la case numéro 4, sous le nom de Yengsari. Vous pouvez voir votre nom, Nikon. Réponse. Oui, je vois effectivement mon nom qui apparaît dans ce document. Question. Avez-vous jamais vu cet organigramme du ministère des Affaires étrangères? Et je vous renvoie en particulier à la case dans laquelle votre nom apparaît. Il y a aussi le nom d'un certain Tisrun, alias Mot, après quoi apparaît votre propre nom, Nikon. Département du protocole. Pouvez-vous lire ce qui apparaît ici? Cela ne semble pas très clair, mais peut-être que vous pourriez nous lire cela. Apparemment, il y a certaines variations quant aux voyelles et aux consonnes. Est-ce que vous reconnaissez ces écritures? Est-ce qu'il s'agit d'un document original, authentique, d'époque? Réponse. Je pense que l'on ne m'a pas présenté ce document avant la phase d'instruction. Ce sont les juges d'instruction qui m'ont montré ce document pour la première fois. Quant au nom de Tisrun ou d'autres personnes mentionnées ici, je ne connais pas ces gens. Troisièmement, pendant et après la guerre, et de 1975 à 1979, je me faisais appeler Con. Je ne me faisais pas appeler par mon nom de famille. On essayait d'employer des noms courts, faciles à utiliser. Voilà tout ce que je peux vous dire. Et pour conclure, je peux dire que ce n'est qu'au moment où les co-juges d'instruction m'ont présenté ce document que j'ai eu connaissance de celui-ci pour la première fois. Question. Vous dites que vous avez appris l'existence de ce document uniquement quand les co-juges d'instruction vous l'ont montré. Mais aujourd'hui, la question que je vous pose est de savoir si vous confirmez l'existence d'une telle structure. Réponse.
Je le répète, encore une fois, j'ai été transféré à la section du protocole. Cela est vrai. Toutefois, j'étais chargé de la mise en œuvre. J'étais un exécutant. Je n'étais pas été officiellement désigné comme chef de la section du protocole. Et je n'ai exercé cette fonction que très peu de temps. En outre, à l'époque, je ne savais pas si des dispositions particulières avaient été prises pour affecter telle ou telle personne à tel ou tel département. En effet, il n'y avait pas de nomination officielle. Question. Lorsque vous travaillez au ministère des Affaires étrangères, au bureau du protocole, vous n'avez jamais vu un tel organigramme, n'est-ce pas? Et la première fois que vous avez vu cet organigramme, c'est quand on vous l'a montré. Je vous pose à nouveau ma question. Est-ce que vous confirmez l'existence d'une telle structure? Le président. La question est répétitive. Le témoin n'a pas à y répondre. L'avocat de la défense est prié de passer à la question suivante. La défense. Question suivante. Veuillez examiner les voyelles, les consonnes qui apparaissent dans ce tableau. Veuillez examiner aussi certains signes qui y apparaissent, comme un signe en forme de lune. Je pense qu'à l'époque, l'anglais n'était pas la langue utilisée. À votre connaissance, se peut-il qu'un tel document ait été établi par un Cambodgien? Réponse. Je ne suis pas en mesure de donner des explications, car je viens à peine de voir ce document et j'en sais peu de choses. La défense. Merci. J'en viens à ce qui sera probablement ma dernière question. Je vous renvoie au document D366 barre 7.1.214. Ce document a déjà été abordé par l'accusation dans le cadre de votre interrogatoire. J'ai quant à moi quelques questions supplémentaires à poser sur le même document. Ce document concerne une demande émanant d'un journaliste. Ma question est la suivante. Est-ce que toutes les demandes formulées par des journalistes étaient identiques à celles dont vous avez fait rapport à l'échelon supérieur? Et est-ce qu'on a accédé aux demandes de ces trois journalistes? Réponse. Comme je l'ai déjà dit, cela remonte à bien longtemps.
Certes, mon nom apparaît sur ce document, mais je ne me souviens pas de toute la teneur de ce document. Cela dit, d'après mes souvenirs, ces demandes n'ont pas été honorées. Question. Qu'en est-il de la demande formulée par Madame Becker, laquelle souhaitait rencontrer le frère Premier ministre? Est-ce qu'une telle demande a été honorée et est-ce qu'elle a donc rencontré ce ministre? Réponse. Je ne m'en souviens pas. La défense. Je n'ai plus de questions à poser. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais laisser la parole à mon confrère. Le Président. Je vous en prie, Maître. Maître Pestman. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, je suis l'avocat international ou l'un des avocats internationaux de Monsieur Nonchea. J'ai quelques questions à vous poser. Je vais aborder 3 ou 4 thèmes. Je pense pouvoir couvrir le premier, voire les 2 premiers. Avant la fin de la matinée. Tout d'abord, concernant le serment que vous avez prêté avant de venir au tribunal. Au début de votre déposition, est-ce que vous avez dit effectivement que vous aviez prêté serment avant de vous présenter au tribunal? Le président. Témoin, vous n'avez pas à répondre à la question. En effet, la Chambre en a déjà informé les parties au début de votre déposition. Question. Où avez-vous prêté serment, Monsieur le témoin? Le président. Le témoin n'a pas à répondre à cette question. L'avocat est prié de se référer à la transcription. Il pourra y retrouver les informations recherchées. De façon générale, le témoin prête serment devant le génie à la barre de fer dans l'enceinte du tribunal. La défense. Je comprends bien que c'est la procédure habituelle, mais je veux simplement m'assurer que la procédure habituelle a bien été suivie avec ce témoin. Le président. Veuillez passer à des questions différentes. La défense. J'ai d'autres questions à poser sur le serment. Je vais donc continuer. Monsieur le témoin, je suppose que vous avez prêté serment à l'extérieur, devant le génie à la barre de fer. Le président interrompt. La Chambre a déjà dit que vous n'étiez plus autorisé à poser des questions sur le serment. Ces informations ont déjà été annoncées. En cas de contestation, vous pouvez présenter une requête dans le contexte des réquisitoires et plaidoiries. Question. Je n'avais pas l'intention
de contester la procédure. Je veux vérifier quelle est la procédure et je veux savoir avec ce témoin si la procédure a été suivie. En général, un témoin prête serment dans le prétoire en présence des parties. Or, personne n'était présent, je suppose. Le président interrompt. Ce n'est pas ainsi que l'on procède. Si quelqu'un doit prêter serment et qu'il pratique une autre religion, il peut prêter serment différemment. Cependant, si la personne est bouddhiste, elle est censée prêter serment en répétant le texte qui est prévu dans le code de procédure pénale. Le présent témoin a déjà prêté serment conformément au droit cambodgien et en tant que personne pratiquant le bouddhisme. Si un témoin est chrétien ou pratique une autre religion, alors il ou elle prêtera serment différemment. La défense. Je comprends qu'il existe différentes religions au Cambodge. Je serai plus précis. D'après le document qui a été versé au dossier, le témoin a prêté serment en disant, je suppose, ce qui suit. Je cite. Si je donne de fausses réponses sur une question quelconque, que tous les gardiens des forêts, les anges, les esprits et les dieux me détruisent, que tous mes biens personnels soient détruits et que je meure d'une mort misérable et violente. Est-ce que vous vous souvenez avoir prononcé ces mots durant votre prestation de serment? Le président. Le témoin n'a pas à répondre à cette question. Le témoin ne doit répondre à aucune question ayant trait à la prestation de serment. La défense. Monsieur le Président, je ne comprends vraiment pas pourquoi je ne suis pas autorisé à poser ces questions. Elles me semblent pertinentes. J'aimerais savoir si ce témoin a prêté serment et s'il a prononcé ces paroles. Et surtout, je veux savoir si ce témoin croit à ce qu'il a dit au génie à la barre de fer. Je veux savoir si ce témoin se considère comme étant sous serment ou comme étant menacé d'une mort misérable au cas où il ne dirait pas la vérité. Le président. Avez-vous d'autres questions de fond à poser aux témoins? Si tel n'est pas le cas, la parole sera donnée aux autres avocats. La défense. Je suppose que ça veut dire que je n'ai pas l'autorisation de poser cette question. Monsieur le témoin, selon vous, est-ce que le génie à la barre de fer Je vais reformuler. La présence. Le président interrompt. Vous n'êtes pas autorisé à poser d'autres questions en rapport avec la prestation de serment de ce témoin. Telle est la décision de la Chambre. Je vous prie de passer à autre chose.
Si vous n'avez aucune autre question de fond à poser, la parole sera donnée aux autres avocats. Substantive questions. La défense. Je voudrais savoir si ce témoin partage votre opinion, Monsieur le Président, que le génie à la barre de fer relève de la superstition. Je pense qu'il vaudrait mieux faire une pause maintenant et je passerai à un autre sujet après la pause. Le Président. Vous pouvez poursuivre. La décision de suspendre les débats relève des juges du siège et les parties peuvent poursuivre. C'est à nous de dire si les débats sont suspendus. Nous n'avons de cesse à rappeler aux parties que seule la Chambre peut décider de suspendre les débats. Puisque nous désirons que ce procès se déroule de manière efficace, la défense, Monsieur le Président, je peux vous assurer que mon client partage le même désir. Je passe au sujet suivant. Monsieur le témoin, pourriez-vous nous expliquer très rapidement pourquoi, à votre avis, vous avez été transféré du secteur 32 au ministère des Affaires étrangères? Le Président, Monsieur le témoin, veuillez attendre. Le coprocureur international, vous avez la parole. Vraiment interrompre? Merci, Monsieur le Président. Cette question a déjà été posée hier, elle a été reposée encore tout à l'heure. Je crois qu'elle est manifestement répétitive. Le Président. Merci. L'objection de l'accusation est retenue. Le témoin n'a pas à répondre à cette question. J'aurais souhaité pouvoir répondre avant votre décision. À titre de commentaire général, je voudrais dire que cela fait partie de la technique normale de l'accusation de poser des questions répétitives. Et très régulièrement, les témoins donnent des réponses différentes. Les questions répétitives devraient être autorisées, je tiens à le dire, surtout lorsque la réponse n'a pas été claire. Néanmoins, je vais poursuivre. Le Président, veuillez poursuivre. Maître, veuillez passer à autre chose. Nous avons décidé déjà de cette question. La défense, oui. Par ailleurs, vous avez pris la décision avant de me demander si je souhaitais répondre. Monsieur le témoin, avez-vous eu des problèmes avec des femmes dans le secteur 32? Réponse. Je me chargeais des tâches qui m'ont été confiées à cette époque.
quelles que soient les tâches qui m'étaient confiées, je les acceptais avec plaisir. Dans de telles circonstances, à l'époque, je n'ai pas eu de difficulté à faire mon travail. La défense. Monsieur le témoin, avez-vous été transféré au ministère des Affaires étrangères, au B1, puisque vous avez eu des problèmes de moralité avec les femmes dans le secteur 32? Est-ce que c'est pour cette raison que vous avez été transféré à B1? Le président. Le témoin est prié de ne pas répondre à cette question qui n'est pas pertinente. Il n'y a aucune mention dans les paragraphes de l'ordre de renvoi, de clôture. La défense. Monsieur le Président, je pense que cette question est pertinente, qu'elle soit mentionnée ailleurs ou pas, n'a pas d'importance. Nous disposons d'informations indiquant que le transfert du témoin était dû à ces problèmes de femmes. L'accusation a suggéré hier qu'il y avait des purges qui se préparaient. Le président. La Chambre a déjà pris une décision à ce sujet. Veuillez ne pas poursuivre sur ce sujet. Si vous n'avez pas d'autres questions, nous allons donner la parole aux autres parties. La défense. Monsieur le Président, j'ai encore la parole. Je n'ai pas l'intention de la céder et j'ai d'autres sujets que je voudrais aborder. J'essaie d'expliquer que cette question est importante. La réponse peut l'être aussi, puisque hier, l'accusation a suggéré que des purges se préparaient et que c'est pour cette raison que le témoin a été transféré au ministère des Affaires étrangères. Le président. Le moment est venu pour la pause matinale. La Chambre rappelle aux parties qu'elles doivent utiliser efficacement le temps dont nous disposons dans la Chambre et ne doivent pas faire de commentaires qui ne sont pas utiles à la procédure et qui font perdre du temps à la Chambre. Nous allons suspendre l'audience pour 20 minutes. L'huissier d'audience, veuillez vous occuper du témoin et de son conseil. L'audience est levée. L'audience est suspendue.